Avant que quoi que ce soit n'existe, existe déjà la nature de toute chose. Rien ne surgit, sans un dessein, et une finalité. En même temps, les choses vont, et viennent de l'un, par la méditation de l'un. Ainsi, les choses sont nées de cette chose unique, par adoption. La nature de toute chose définit son destin, et sa finalité. Toute action de transformation est une action sur la nature de ce qui est transformé. La connaissance, sous la souveraineté de la conscience, permet au regard de percevoir, dans la nature de quelque chose, tant son origine, que sa destinée. Le soleil est l'agent déterminant, le verbe au commencement. La lune, l'agent exécutant. Le vent berce, dans son sein, la nature de chaque chose. Toute action est parfaitement adaptée à l'objet qui la produit. La terre est nourrice et gardienne du Verbe qui se fait chair. Le mage est celui qui détient le pouvoir d'interférer dans la nature des choses. Un mage ne peut interférer au commencement des choses, mais il peut interférer dans le milieu et dans la fin. Toute interférence dans la nature provoque inévitablement la réaction de la nature elle-même. Le mage mal préparé souffrira de la réaction de la nature. Celui qui connaît la nature des choses comprend le principe, les interactions et la temporalité qui les régit. Le téléma du monde est ici. La nature domine, jusqu'à être dominée. Dominer la nature n'est pas agir sur elle, mais la comprendre. Car celui qui en comprend l'essence atteint le pouvoir divin sur les choses, un pouvoir qui révèle l'immuabilité des lois naturelles. Le mage devenu sage œuvre avec le très puissant sceptre magique de sa volonté de faire, dirigé uniquement vers sa propre nature. Il la subordonne à la souveraineté de la conscience, empire du moi réel et de l'amour inconditionnel. Il se dissimule dans le commun, là où la sagesse passe inaperçue. La sagesse du mage le rend plus grand que la nature même qui l'a engendré. Son pouvoir n'a pas de limite lorsqu'il se convertit en terre. En dépassant la nature, il la transcende. En séparant la terre du feu, le subtil de l'épais, doucement, avec grande industrie, et en vainquant les limites naturelles, le mage se projette vers l'avant et l'au-delà de la nature. C'est pourquoi aucun mage sage ne se soumet à aucune action de permanence. La sagesse du mage gouverne l'action sur lui-même. Seul un mage reconnaît un autre mage. Atteindre cet état est la plus grande liberté, accordée par la nature elle-même qui forme l'être. Il monte de la terre au ciel, et redescend à nouveau vers la terre. Il recueille la force des choses supérieures et inférieures. Ou bien le mage se forme, à partir de la nature qui le façonne, ou bien l'être suit le chemin, du commencement, du milieu, et de la fin, s'éternisant dans le cycle de la matière première. C'est ainsi que le monde est créé, lorsque quelques graines lancées au vent germent, tandis que d'autres se dissolvent dans le temps. Seul l'adepte rompt ce cycle, en obtenant la force de toutes les forces, celle qui vainc le subtil, et pénètre l'épais. Le vulgaire succombe au faux pouvoir.